Bonjour et bienvenue à ce tutoriel JavaScript qui a pour objectif de présenter les objets du noyau JavaScript. Dans ce tutoriel, nous allons présenter un aperçu général du modèle objet avant d'enchaîner avec les principaux et les plus importants objets du noyau JavaScript, à savoir les objets array, string, mat, date et boolean. Nous allons donc commencer avec le modèle objet à travers une présentation brève de ce que c'est que la notion d'objet, comment créer un objet et ensuite comment accéder aux propriétés et méthodes d'un objet. Pour illustrer le concept d'objet, nous allons partir d'un exemple. Nous avons là une voiture. Si on devait la décrire, on dirait que c'est une voiture de marque Ford, de modèle Fiesta. C'est une voiture 5 chevaux de couleur rouge. Donc en fait, ce qu'on vient de décrire, c'est l'état de la voiture, c'est-à-dire les caractéristiques de cette voiture-là. Une voiture a la possibilité d'accélérer et de freiner, donc on vient de décrire en fait son comportement. Ainsi, un objet est une entité du monde réel caractérisée par un état qui est décrit par une collection de données. Ce sont des propriétés ou des caractéristiques qu'on qualifiera d'attributs. Un objet est également décrit par un comportement qui va être défini par un ensemble de traitements qu'on pourra effectuer dessus. On parlera ainsi de la notion de méthode. Donc, je reprends, un objet est décrit par un ensemble d'attributs et de méthodes où ces méthodes-là définissent les traitements qu'on pourra faire sur cet objet. Donc, la question qui se pose, comment créer un objet et comment pouvoir accéder aux différentes propriétés et aux méthodes. Alors, pour créer un objet, il y a en fait deux façons de procéder, soit de façon littérale, soit en instantiant, c'est-à-dire en faisant appel à un constructeur. Donc, la syntaxe va se présenter de cette façon. Donc, on va définir le nom de l'objet égal et par la suite, nous allons définir entre des accolades l'ensemble des propriétés suivies des valeurs correspondantes. Donc, cette première notation correspond à la création d'un objet d'une façon littérale, cette première expression-là. Ensuite, la deuxième façon de procéder, c'est de définir le nom de l'objet égal à new et par la suite la classe d'objet, c'est-à-dire le type d'objet suivi des paramètres. Donc, on va illustrer ça à travers un exemple plus simple. Donc là, nous définissons une voiture qui a la marque Ford et la couleur blanc. Donc cette première définition décrit la création d'un objet d'une façon littérale. Pour les deux exemples qui suivent, il s'agit de créer un objet avec une instantiation à travers un constructeur. Donc là, on a défini plutôt un tableau, un objet de type tableau, égal à new array, et par la suite, on a initialisé notre tableau aux valeurs 2, 4, 17 et 15. Une autre façon de faire, en fait, ce n'est pas tout à fait une autre façon de faire, mais disons un autre objet qu'on va créer, c'est un objet qu'on a nommé une date, et on a fait new date, et puis on l'a initialisé à la date du 2 avril 2020. Donc là, nous venons de voir comment je vais créer un objet. Pour accéder aux propriétés et aux méthodes d'un objet, il y a trois notations possibles. Donc, soit on va adopter la notation pointée, et c'est la notation d'ailleurs la plus courante, et on le verra dans toute la suite du cours, c'est celle qu'on va adopter, soit par une matrice associative, soit par l'utilisation de with. Donc, du point de vue de la syntaxe, soit on va adopter la notation pointée, et donc on va mettre le nom de l'objet point le nom de la propriété, ou bien le nom de l'objet point le nom de la méthode, ou bien on va placer la propriété entre des crochets, ou bien si nous allons utiliser plusieurs propriétés pour le même objet, on peut utiliser l'opérateur with. On va voir quelques exemples pour mieux expliciter ce principe. Comment alors accéder aux propriétés d'un objet? Donc là, on prend un premier exemple où on a déclaré un objet ma voiture. Donc, on va utiliser ici la notation pointée. Donc, le nom de l'objet, c'est ma voiture. Ma voiture.marque égale Ford. Par la suite, ma voiture.nombre de chevaux égale à 5. Donc, on vient d'initialiser les deux propriétés de ma voiture aux valeurs Ford et 5. Je peux utiliser la deuxième notation, c'est-à-dire à travers une matrice associative, où j'ai noté ici le nom de l'objet qui est ma voiture, entre crochets le nom de la propriété qui est couleur, par la suite égale la valeur correspondante. Ici, ça va être rouge.
Maintenant, on va voir la troisième notation avec l'opérateur with. Donc, au lieu de noter ta voiture, point marque, ta voiture, point couleur, ta voiture, point nombre chevaux, on a utilisé l'opérateur with pour simplifier. Sauf qu'il faut savoir que pour toute la suite, nous allons pratiquement toujours utiliser la notation pointée parce que c'est la notation qui est adoptée par la majorité des langages de programmation orientés objets. Et donc, pour cela, on va l'utiliser dès maintenant. Voilà. Alors, le nom du cours, c'est les objets du noyau de JavaScript. Alors, c'est pour ça que j'attire votre attention qu'on peut en fait avoir deux types d'objets. Soit des objets personnalisés, comme ce qu'on vient de voir avec l'objet voiture, soit des objets prédéfinis qui existent déjà dans JavaScript. Et c'est plutôt à ce type d'objet qu'on va s'intéresser. Pour les objets prédéfinis, il y a également des objets du noyau, ce sont des objets natifs, et des objets du navigateur. C'est-à-dire que pour les objets du noyau, ce sont des objets qui sont complètement indépendants du navigateur qu'on va utiliser. Par contre, les objets du navigateur qu'on verra au niveau d'un autre tutoriel, on verra qu'il y a certaines instructions, plutôt disons certaines propriétés et certaines méthodes qui peuvent s'appliquer pour un navigateur tel que Google Chrome et ne s'appliquent pas sur un autre navigateur tel que Internet Explorer. Donc, ce sont des objets qui vont différer d'un navigateur à un autre. Pour aujourd'hui, au niveau de ce tutoriel, nous allons nous intéresser aux objets prédéfinis du noyau de JavaScript. Donc, pour revenir vers les objets prédéfinis, donc pour les objets du noyau, nous avons plusieurs objets possibles qui sont offerts, tels que array, string, math, date, boolean, number, function et regexp pour dire une expression régulière. Pour les objets du navigateur qu'on abordera au niveau d'un autre tutoriel, nous verrons les objets navigator, window, document, location et history. Nous allons commencer avec les objets du noyau. Alors, il y en a plusieurs. Donc, en ce qui concerne ce tutoriel, nous n'allons aborder que 5 objets, à savoir les objets array, string, math, date et boolean. On commence avec l'objet array. Comme son nom l'indique, l'objet array permet de définir un tableau d'éléments pouvant avoir des types différents. Et là, c'est une nouveauté pour nous. Généralement, avec les langages classiques qu'on a l'habitude de manipuler, tels que le langage C, nous avons un tableau avec un type unique. Je vais avoir un tableau d'entier, un tableau de chaîne de caractères. Mais là, on peut avoir en JavaScript des types différents. C'est-à-dire que la première case du tableau peut être un entier, la deuxième case du tableau un réel, la troisième case du tableau une chaîne de caractères, et ainsi de suite. Et les tableaux nous permettront d'implémenter différentes structures de données telles que les listes, les piles et les fils. Nous avons dit précédemment qu'un objet avait des propriétés, c'est-à-dire des caractéristiques et des méthodes. Nous allons maintenant essayer d'explorer les principales propriétés et méthodes de l'objet array. Concernant les propriétés, il y en a plusieurs, mais la plus importante et la plus pertinente pour nous est plutôt la propriété length qui va permettre de définir la taille de notre tableau, c'est-à-dire le nombre d'éléments de notre tableau. Concernant les méthodes, c'est-à-dire les opérations que nous sommes capables d'effectuer sur un tableau, il existe plusieurs méthodes pour concaténer, filtrer, rechercher un élément, extraire une partie d'un tableau, ajouter des éléments, supprimer des éléments du tableau, ajouter au début ou à la fin. Donc, il existe plusieurs méthodes et nous allons, à travers certains exemples, parcourir les méthodes les plus utilisées. Alors, avant de voir ces différentes méthodes, nous allons revenir un peu vers la création d'un tableau. Donc, c'est un objet. Pour pouvoir créer un tableau, on va indiquer le nom de tableau égal à new. Par la suite, on va indiquer le mot-clé array, qui désigne l'objet array. Entre parenthèses, nous allons indiquer sa dimension, c'est-à-dire le nombre d'éléments de notre tableau. Voici quelques exemples. Donc, pour le premier exemple, nous avons déclaré tab comme étant un nouveau array, c'est-à-dire nous avons créé un objet de type array et vous voyez que nous n'avons indiqué aucune dimension. Ceci veut dire que nous avons un tableau de taille indéfinie. Par la suite, au niveau de l'instruction d'après, quand on a fait tab de 15 égale à t, reçoit t, c'est-à-dire, ceci veut dire que nous avons en réalité un tableau de 16 éléments. Donc, au début, c'était
un tableau de taille indéfinie. Mais maintenant, comme nous avons précisé table de 15, ceci, je rappelle aussi entre parenthèses que pour un tableau, l'indice de la première case est 0. Alors, table de 15 voudrait dire que nous avons en réalité 16 éléments. Dans l'exemple qui suit, nous avons déclaré T égale un new array de 10. Ceci veut dire que nous venons de déclarer un tableau de 10 cases. Il est possible de faire deux en un, c'est-à-dire créer et initialiser un tableau, les deux en même temps. Donc, si j'adopte cette notation, nom du tableau égale new array entre parenthèses les différents éléments, ceci permettra d'initialiser notre tableau, comme le montre cet exemple. Donc là, on vient de déclarer un objet table égale new array. Ce tableau-là va contenir trois éléments, 15, 58 et la chaîne de caractères T. Vous voyez bien que nous avons dans ce tableau des types différents. Les deux premiers sont des entiers et le troisième élément est une chaîne de caractères. Nous allons maintenant afficher dans une boîte d'alerte table de 1. Alors, je rappelle que la première case 15 a pour indice 0, 58 a pour indice 1 et T a pour indice 2. Donc, si j'affiche table de 1, ceci nous renverra le deuxième élément, c'est-à-dire 58. Nous allons passer maintenant à quelques exemples pour découvrir petit à petit les différentes méthodes de l'objet array. Donc, dans ce premier exemple, nous avons déclaré un objet T qui est de type tableau, initialisé aux valeurs 10, 15, 35, 12, 36, 98, 78 et 8. Et nous allons essayer d'exécuter un certain nombre d'instructions. Première instruction, alerte T.length. Nous allons afficher dans une boîte de dialogue la largeur ou bien la taille de notre tableau. Là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En effet, nous avons 8 éléments. L'instruction d'après, c'est la méthode POP. Alors, la méthode POP, c'est une méthode qui va permettre de supprimer le dernier élément. Donc, si j'affiche le tableau par la suite, vous voyez que la valeur 8 n'existe plus parce qu'elle vient d'être supprimée. Et en fait, la méthode POP va permettre de supprimer le dernier élément et en plus, elle va permettre de renvoyer l'élément qui vient d'être supprimé. C'est-à-dire, en d'autres termes, si je fais alerte T, entre parenthèses T.pop, elle va nous afficher la valeur 8. C'est l'élément qui a été supprimé. Nous passons à la méthode push. Donc, la méthode push va permettre d'ajouter un élément, l'élément 25, et où ça, à la fin du tableau. Donc, ainsi, vous voyez que nous avons à la fin du tableau, après le 8, nous avons 25. Je rappelle que j'ai demandé ici d'appliquer chaque instruction de façon indépendante, c'est-à-dire que pour chaque exemple que nous allons tester, nous partons toujours du tableau initial. Il n'est pas question d'appliquer les instructions l'une après l'autre, c'est-à-dire le push après le pop et ainsi de suite. Donc, T.push de 25 va s'appliquer sur le tableau initial. Nous passons maintenant à la méthode unshift. Donc, la méthode unshift va permettre d'ajouter un élément, mais cette fois-ci, ça va être au début du tableau, comme vous pouvez le constater. Alors, comme nous avons l'ajout au début du tableau, nous avons également la suppression au niveau du tableau. Donc, ça va être la méthode shift. Donc, avec la méthode shift, vous voyez que l'élément 10 vient d'être supprimé. Une autre méthode, c'est la méthode reverse. Comme son nom l'indique, elle permet d'inverser l'ensemble des éléments de notre tableau. Donc, initialement, nous avons un tableau qui commence par 10 et qui se termine par 8. Maintenant, nous avons tous les éléments du tableau qui ont été inversés. Donc, je rappelle que pour la méthode reverse, elle va opérer sur le tableau même. Donc, c'est le tableau même qui va être modifié. Nous passons à une autre série de méthodes. Donc, nous partons d'un autre exemple. Nous avons déclaré T comme étant un tableau. Ce tableau-là va contenir en fait 4 éléments. Le premier élément, c'est 10. Le deuxième élément, c'est 15. Le troisième élément, c'est 35. Et le quatrième élément, c'est en soi un autre tableau qui comprendra les valeurs 12, 36, 98, 78 et 8. Donc, si j'affiche la longueur de mon tableau, eh bien, la longueur sera de 4.
Nous allons passer maintenant à la méthode join. Alors, la méthode de join est une méthode très intéressante. Elle permet de convertir notre tableau en une chaîne de caractères. Donc, quand elle va convertir en chaîne de caractères, la question qui se pose, c'est quel serait le séparateur des différents éléments du tableau? Et là, donc, vous voyez que entre parenthèses, au niveau de la méthode join, nous avons fait passer en paramètre une étoile. Du coup, lors de la concaténation des éléments du tableau, nous allons avoir les valeurs de 10, par la suite et le symbole étoile, 15 le symbole étoile, 35 le symbole étoile, et puis le dernier élément. Donc je reprends, la méthode join va permettre de concaténer les différents éléments du tableau, et entre un élément et un autre, le séparateur va être une étoile. Je note une petite remarque, j'ajoute une petite remarque. Si on mettait rien du tout, c'est-à-dire si on ne passait aucun paramètre dans la méthode join, eh bien tous les éléments du tableau seraient séparés par une virgule au niveau de la chaîne de caractères. Nous allons donc maintenant passer à la méthode slice. Alors la méthode slice, comme son nom l'indique, va permettre de récupérer ou disons d'extraire une partie de notre tableau. Alors, pour cette méthode slice, au niveau de cet exemple-là, nous allons l'appliquer sur T de 3. Je rappelle que T de 3, T de 0, c'est la case 10, T de 1, c'est la case 15, T de 2, c'est la case 35, et T de 3, ça va être notre tableau qui comprend à son tour les 5 éléments 12, 36, 98, 78 et 8. Alors, nous allons utiliser et faire appel à la méthode slice. On vient de dire que la méthode slice va nous renvoyer un tableau qui va être une portion du tableau d'origine. Donc, si ça va être une portion, il faudra la délimiter. Et là, vous voyez que nous avons noté 1 et 3, c'est-à-dire que nous allons commencer par la case d'indice 1. Donc, la case d'indice 1 sera inclue. En revanche, la case d'indice 3 ne sera pas inclue. Donc, pour revenir à notre exemple, 12 est la case d'indice 0, 36 est la case d'indice 1, donc on va commencer à partir de 36. 98 est la case d'indice 2, c'est bon, donc elle va être également renvoyée. Par contre, 78 qui est la case d'indice 3 ne va pas être renvoyée. Donc ainsi, en appliquant la méthode slice, nous allons obtenir un nouveau tableau qui va comprendre deux éléments, l'élément d'indice 1 et l'élément d'indice 2. Maintenant, nous allons découvrir deux méthodes, la méthode concat et la méthode join, que nous avons en fait déjà vu tout à l'heure. Donc, pour la méthode concat, comme son nom l'indique, elle permet de concaténer. Donc, quand on va faire t.concat de 1, B, elle va permettre de concaténer notre tableau initial qui comprend 10, 15, 35 et puis le tableau 12, 36, etc. On va lui ajouter deux autres éléments qui sont A et B. Ainsi, notre tableau va contenir cette fois-ci 6 éléments. Ensuite, le tableau de 6 éléments, on va lui appliquer la méthode join. Je rappelle que la méthode join permet de transformer notre tableau en une chaîne de caractères. Donc, en fait, il va renvoyer une chaîne de caractères et on a dit que le séparateur entre les différents éléments sera le paramètre passé. Donc là, on vient de faire passer le symbole moins et donc, ce que l'on va obtenir, ça va être 10, par la suite moins, puis le 15, puis un moins, puis un 35, puis un moins, puis le quatrième élément du tableau et ensuite moins, et puis les deux autres éléments A et B. Nous passons maintenant à la méthode splice. Alors, c'est une méthode qui va supprimer des éléments et qui va ajouter d'autres éléments à une position donnée. Alors, que veut dire t.splice de 1,3,x, y? Ceci veut dire que nous allons en fait supprimer trois éléments à partir de la position 1 et qu'à la position 1, nous allons ajouter les éléments x et y. Je reprends. Alors, je vais à la position 1. On a dit 10 et A pour indice 0, 15 A pour indice 1. Donc, à partir de cet élément 15, on a dit on va supprimer trois éléments. Ça veut dire qu'on va supprimer le 15, on va supprimer le 35 et on va supprimer le dernier élément qui est un tableau. Donc, au début, on va maintenant réduire notre tableau de 4 cases à une seule case. On va avoir que le 10. Et ensuite, on va ajouter à la position 1 les éléments x, y. Et ainsi, on obtiendra un tableau de 3 cases qui vont contenir 10, x,
et Y. Nous passons maintenant à une dernière série d'exemples pour découvrir certaines méthodes. Donc, nous partons d'un tableau qui va comprendre les valeurs 10, 15, 35, 120, 36, 98, 78 et 8, donc 8 éléments, et on va essayer d'appliquer un certain nombre de méthodes. On va partir de la méthode filter. Alors, la méthode filter, comme son nom l'indique, c'est une méthode qui va permettre de filtrer. C'est-à-dire qu'elle va nous renvoyer une partie de ce tableau, elle va le filtrer, donc il va nous renvoyer une partie de ce tableau qui va répondre à une condition. C'est pour ça que nous avons comme paramètre de la méthode filter une fonction. Vous voyez, c'est une fonction fléchée. Pour rappeler un tout petit peu la syntaxe, cette fonction fléchée serait l'équivalente d'une fonction que j'appelais test ou peu importe, qui prendrait en paramètre un élément et qui renverrait si l'élément est supérieur à 40. Donc, je reprends. Notre méthode filter va permettre de parcourir toute seule, élément après élément, donc on n'a en fait pas besoin de boucle, et pour chaque élément, elle va le comparer à 40. S'il est supérieur à 40, elle va le placer dans le nouveau tableau filtré. Donc, dans notre exemple, on va obtenir le tableau suivant, 120, 98 et 78. Donc, je reprends. En appliquant la méthode filter, nous avons obtenu un nouveau tableau qui va contenir comme élément uniquement ceux dont la valeur est supérieure à 40. Et comme vous voyez, nous ne sommes pas censés faire aucun parcours. La méthode filter se charge de faire ce parcours-là. Nous enchaînons avec la méthode find. Alors la méthode find, c'est un peu comme la méthode filter, sauf que, à la différence près, c'est qu'elle ne va pas renvoyer un tableau de plusieurs éléments, elle va envoyer le premier élément qui va répondre à cette fonction de comparaison. Donc, dans notre cas, pour la méthode find, j'ai appliqué la fonction test qu'on vient de décrire. J'aurais pu autant mettre la fonction fléchée, mais ça c'est juste pour vous montrer une autre notation possible. Donc, en appliquant la méthode find, elle va rechercher le premier élément dont la valeur est supérieure à 40. Ici, dans notre cas, il s'agit de la valeur 120. Nous enchaînons avec la méthode map. Donc, la méthode map va avoir comme paramètre également une fonction fléchée. Et cette fonction fléchée nous indique que pour chaque élément, elle va le multiplier par 2. Donc, la méthode map va nous renvoyer un nouveau tableau. Et pour ce nouveau tableau, chaque élément va avoir le double de la valeur du tableau initial. Donc, vous voyez, pour chaque élément, le 10 va être multiplié par 2, on va obtenir 20. Le 15 va être multiplié par 2, on va obtenir 30, et ainsi de suite. Nous enchaînons avec la méthode sort. Donc, la méthode sort va permettre de faire un tri. Alors, ce tri-là, par défaut, va se faire d'une façon croissante. Excusez-moi. Donc, l'élément, excusez-moi. Donc, pour la méthode sort, nous disions, elle va trier notre tableau dans l'ordre croissant selon le code UTF-16 après avoir converti en chaîne de caractères. C'est-à-dire qu'en effectuant la comparaison des différents éléments, il ne va pas voir que 10 est en fait inférieur à 15 et que 15 est inférieur à 35 et ainsi de suite. Il va plutôt les convertir en chaîne et comparer caractère après caractère. Et pour lui, le 1 va être les éléments qui commencent par 1 vont être placés au début du tableau. Puis vous voyez, il va identifier que le 0 est inférieur à 2 et donc du coup, il va mettre la valeur 120 bien avant toutes les autres valeurs. Par la suite, il va voir que nous avons le 5, qui va faire 10, 120, 15. Maintenant, il a terminé avec toutes les chaînes de caractères qui commencent par 1 et il va enchaîner avec le nombre 35 et ainsi de suite. Alors, dans notre cas, ce n'est pas très intéressant. Notre objectif, c'est plutôt d'avoir un tableau dont les éléments sont triés dans l'ordre croissant et ce sont des nombres. On n'a pas besoin de manipuler ici des chaînes de caractères. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va utiliser une fonction de comparaison. Alors, cette fonction de comparaison-là, qui va être passée en paramètre, va en fait trier
selon une valeur de retour de cette fonction. Donc, vous voyez qu'elle prend deux paramètres, A et B, parce qu'en fait, elle va comparer tous les deux éléments, elle va prendre chaque fois deux éléments du tableau et les comparer. Donc là, elle a pris deux éléments A et B. Dans notre cas, on a fait une soustraction. Si A moins B est négatif, c'est-à-dire que A est inférieur à B, elle va placer le A avant le B. Si en cas d'égalité, elle va les conserver dans leur place. Et si A est supérieur et si A moins B est positif, ça veut dire que A est supérieur à B et donc il va être placé après. Donc dans notre cas, vous voyez qu'en appliquant cette fonction de comparaison, nous avons obtenu un tableau trié. Nous allons maintenant passer à l'objet string. Comme son nom l'indique, l'objet string va permettre de manipuler des chaînes de caractères. L'une des propriétés principales de l'objet string, c'est la propriété length qui va nous indiquer la longueur de la chaîne de caractères. Alors, pour les méthodes, l'objet string offre de multiples méthodes, telles que char-add, char-code-add, concat, etc., qu'on va essayer tout à l'heure de découvrir. Nous allons partir d'un exemple. Donc, nous avons déclaré un objet ch égale bienvenue à Charguia. Donc, nous avons créé une chaîne de caractères et à chaque fois, nous allons essayer de tester les différentes opérations. Donc, on part de la méthode from char code. Donc, from char code et entre parenthèses, on a fait passer un nombre. En fait, ce nombre-là correspond au code UTF-16 d'un caractère. Donc, l'objectif est d'identifier quel est le caractère dont le code ASCII est passé en argument. Vous savez très bien que pour la lettre A majuscule, le code UTF correspondant est 65, pour le B, c'est 66. La méthode split. Alors, la méthode split est une méthode qui est extrêmement intéressante. Elle va permettre de convertir notre chaîne de caractères en un tableau. Donc, c'est une méthode qu'on va utiliser énormément de fois parce que souvent, on aura besoin de passer par un tableau pour pouvoir bénéficier des méthodes d'un tableau et puis revenir à nouveau avec la méthode join vers une chaîne de caractères. Alors, la méthode split, on vient de dire, ça va permettre de créer un tableau. Et un tableau de quoi? Est-ce que ça va être, dans le cas de Bienvenue à Ezetcherguier, est-ce qu'on va dire que ça va être un tableau de 4 éléments où chaque élément est une chaîne, l'une Bienvenue, l'autre A, l'autre Izet, l'autre Cherguier, ou bien ce sera un tableau où le B sera dans une case, le I sera dans une case, le E sera dans une case, le N sera dans une case, ou bien est-ce qu'on va regrouper tous les 3 caractères et puis on va les mettre dans le tableau. Donc, il faudra identifier, plutôt, non pas identifier, mais plutôt il faudra préciser quel sera notre délimiteur. Dans cet exemple-là, on vient de mentionner que le délimiteur sera la lettre E. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous allons retrouver un E, ceci voudra dire que l'élément précédent va faire partie de notre tableau. Donc ici, vous voyez qu'il va récupérer le B et le I, il va les mettre dans une première case du tableau, puisque le E est le séparateur. Ensuite, NV va être placé dans une deuxième case, le NE va être placé dans une troisième case, et ainsi de suite. Donc, si je mettais dans ce même exemple-là, je faisais ch.split et entre parenthèses, je faisais un petit espace, eh bien, il créerait un tableau de 4 éléments où je vais avoir bienvenue dans une case, A dans une case, IZ dans une case et Chergui dans une case. Si maintenant je me dis que dans la méthode split, je vais passer comme paramètre la chaîne vide, dans ce cas-là, ceci nous donnerait un tableau à plein d'éléments où chaque case correspondra à une lettre. Nous passons maintenant à la méthode substring. Alors, la méthode substring va nous permettre de renvoyer une sous-chaîne de cette chaîne courante, sauf qu'il faudra bien sûr la délimiter. Donc, comme tout à l'heure, quand on indique 3 traits, ceci veut dire que nous allons commencer par le caractère 3, d'indice 3, pardon, et on arrêtera notre chaîne au niveau du caractère d'indice 12, puisque le 13 ne sera pas inclus. Donc, je reprends le B ici a pour indice 0, le I a pour indice 1, le E a pour indice 2, et donc l'élément d'indice 3 serait le N. Donc, nous allons partir à partir du N jusqu'au 12e élément qui est en fait le I. Donc, la méthode substring permet d'extraire
une sous-chaîne à partir de cette chaîne-là. Nous enchaînons avec la méthode index-of. Alors, la méthode index-of permet de renvoyer l'indice, en fait le premier indice de l'élément passé en paramètre. Là, nous sommes en train de chercher la lettre E. Donc, l'indice de la lettre E, je rappelle P a pour position 0, I 1, le E est 2. Et donc, il va nous renvoyer la lettre, le nombre 2. Une dernière méthode, la méthode concat, comme son nom l'indique, elle va permettre de concaténer. Dans notre cas, nous allons concaténer CH avec la chaîne EN et puis la chaîne 2020, ce qui nous permettra d'obtenir la chaîne Bienvenue à Izetchelgi en 2020. Nous passons maintenant à l'objet math qui permet de manipuler des nombres et d'utiliser des fonctions mathématiques usuelles. Il offre différentes propriétés telles que E pour désigner le nombre de l'air qui est égal à 2,718 ou pi qui est égal à 3,14. Donc pour l'utiliser, on désignera ça par math.e ou math.pi. Pour les méthodes, l'objet math offre différentes méthodes telles que abs pour désigner la valeur absolue, max ou min pour rechercher le maximum ou le minimum, la méthode random pour chercher un nombre aléatoire. Nous avons également différentes fonctions exponentielles, logarithmiques ou autres fonctions trigonométriques telles que le sinus, le cosinus, etc. Donc, toutes ces méthodes-là vont nous faciliter énormément le calcul mathématique. Nous allons essayer de voir quelques exemples de méthodes à travers ce premier exemple où nous avons ici un triangle rectangle qui dispose de trois côtés A, B et C, où A est égal à 12,36 et B est égal à 15,58 et nous allons essayer de calculer la valeur de C qui correspond à l'hypoténuse. Donc C égale à racine de A carré plus B carré. Pour cela, si on veut le traduire en JavaScript, nous utiliserons pour cela la méthode SQRT pour désigner la racine carrée. Par la suite, pour calculer A carré et B carré, nous utiliserons la méthode POW qui permet de calculer la puissance. Donc là, du moment qu'on recherche le carré, on va passer en paramètre la valeur 2. Si nous cherchons le cube, nous passerons en paramètre la valeur 3. Dans notre calcul, on retrouvera une très grande valeur, 19,8873, etc. Donc, c'est un nombre qui présente plusieurs chiffres après la virgule. Si nous souhaitons limiter le nombre de chiffres après la virgule, nous pouvons utiliser la méthode toFixed qui est propre à l'objet number et nous passons en argument le nombre de chiffres que nous allons avoir après la virgule. Dans notre cas, il s'agit de 19,89. Nous allons découvrir maintenant d'autres méthodes, à commencer par la méthode SAIL. Donc, pour la méthode SAIL, va s'appliquer sur la variable A, qui a pour valeur 12,36. 12,36 est compris entre 12 et 13. Et en fait, la méthode SAIL va nous permettre de nous donner, de nous renvoyer le plus petit entier qui va être supérieur à notre argument qui est 12,36. D'un autre côté, la méthode FLOOR va permettre au contraire de nous donner le plus grand entier qui va être inférieur à notre A qui est 12,36. Nous avons une autre méthode qui est la méthode ROUND qui va nous renvoyer la valeur arrondie qui est la plus proche à notre A. Dans notre cas, le 12 est plus proche à 12,36 que 13. Si nous utilisons la méthode ROUND avec notre variable B qui est égale à 15,58, ça nous renverrait 16. Nous allons maintenant passer à l'objet date. L'objet date qui permet de manipuler des dates et de gérer le temps. Le temps étant calculé en termes de nombre de millisecondes à partir du 1er janvier 1970. L'objet date nous offre différentes méthodes pour récupérer la date, pour avoir précisément le jour, le mois, l'année, le nombre d'heures, le nombre de millisecondes, de minutes et ainsi de suite. Nous pouvons également disposer de différentes méthodes pour modifier le format de la date ou encore pour modifier la date même. Nous allons voir un petit exemple. Donc là, nous avons défini D comme étant une date, où nous avons passé un argument 2020 pour dire l'année, 02 pour dire le mois de mars. Pourquoi mars? Parce que janvier est désigné par 0, février 1 et 2 pour le mois de mars, 29 pour dire le jour, et puis heure, minute, seconde.
si nous affichons cette date, vous verrez qu'on aurait l'affichage suivant où vous voyez Sun pour dire Sunday, c'est le jour de la semaine, il s'agit de dimanche. Par la suite, Mars pour dire marche, c'est-à-dire le mois de mars, et puis le jour 29 2020 et ainsi de suite. Donc, nous disposons de différentes méthodes telles que la méthode getDay. La méthode getDay qui va nous renvoyer le jour de la semaine, sauf qu'il ne va pas nous renvoyer dimanche ou lundi, mardi, mais il va nous renvoyer plutôt des chiffres où 0 dans notre cas désigne dimanche, 1 désigne lundi et 6 désigne samedi. Si nous affichons la méthode getDate, elle va nous renvoyer le jour de cette date-là, et en l'occurrence, dans notre cas, il s'agit de 29. GetFullYear va permettre de nous renvoyer l'année, ici 2020. GetHours nous renvoie le nombre d'heures. GetMinutes nous renvoie le nombre de minutes. La méthode getTime va nous renvoyer un chiffre qui est énorme. Il s'agit du nombre de millisecondes depuis le 1er janvier 1970. La méthode getTime est extrêmement intéressante si nous voulons faire le calcul d'une différence de date. Donc, pour dire, si je suis née en 2015 et que je voudrais voir ou calculer mon âge jusqu'à aujourd'hui, eh bien, le calcul serait très simple en utilisant la méthode getTime. Nous passons maintenant à l'objet booléen. Comme son nom l'indique, il va permettre de représenter une variable booléenne. Alors, du point de vue syntaxe, nous déclarons ici un x égale un new boolean et nous pouvons passer en paramètre une valeur. Alors, selon cette valeur, ça va nous renvoyer true ou false. Si nous passons en argument aucune valeur, ou bien 0, ou bien moins 0, ou bien nul, ou bien not a number, ou bien undefined, ou bien false, ou bien une chaîne vide, eh bien ça va renvoyer false. Si en revanche nous introduisons n'importe quel autre paramètre, eh bien ça va nous renvoyer true. L'objet booléen nous permet également de disposer d'un certain nombre de méthodes telles que toSource, toString et valueOf. Nous allons terminer cette partie avec des exemples. Alors là, nous venons de déclarer B comme étant un booléen et nous ne passons aucun argument. Là, dans ce cas, si nous allons afficher B, ça va nous renvoyer false. Si maintenant nous affichons un booléen où nous passons 0 comme argument, ça va nous afficher également false. Si nous passons un argument not a number, ça va nous renvoyer false. Si nous passons un argument une chaîne vide, ça va nous renvoyer false. Si en revanche, nous passons une chaîne de caractères quelconque autre que vide, ça va renvoyer true. Enfin, dernier exemple, si nous allons introduire la valeur 15, qui est un nombre autre que 0 ou moins 0, ça va nous renvoyer true. Ainsi, nous avons fini et terminé notre tutoriel qui porte sur les objets du noyau JavaScript.